Et c'est une expression intéressante parce qu'elle elle a au démarrage une signification technique que l'on traduit en français, l'emprise au sol. Donc c'est juste l'occupation du sol par un bâtiment. Et puis depuis les déclarations de l'Union européenne et la loi climat et résidence notamment, l'expression a pris un tournant, je dirais un peu péjoratif, un peu négatif, que l'on traduit par artificialisation des sols, consommation des sols, mais avec une vertu négative, puisque ce land take va détruire la nature des sols. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette expression land take, de la consommation des sols, parce que le sol, on se rend compte, on redécouvre que le sol a des vertus écologiques, que c'est un sol vivant qui renferme la nature, la faune et la flore, qu'elle contribue à l'équilibre écologique de la planète, que au-delà de cet habitacle, le sol rend des services écosystémiques qui sont très importants pour la planète, mais aussi pour la vie humaine, et que je mentionne très rapidement et de façon non exhaustive. Le sol est un puits de carbone qui contribue donc aux équilibres thermiques. Le sol est un réservoir d'eau qui contribue aux équilibres des réseaux hydrologiques et qui permet de lutter contre les inondations et d'autres vertus que le sol a et qui en fait un enjeu dans la transition écologique. Et le sol du coup, il faut préserver le sol, surtout dans les milieux urbanisés où la consommation, l'artificialisation des sols est plus intense, et on se rend compte qu'il faut préserver les sols vivants. La transition écologique est un enjeu fort, un enjeu de long terme. C'est un peu, on en parlait hier, un retour sur les fondamentaux que peut-être nos ancêtres avaient pris en charge d'une autre façon. Il faut retrouver ces équilibres entre l'occupation humaine qui est au centre de nos préoccupation, et il faut bien consommer, il faut bien se loger, habiter, mais faire cela en tenant compte de la nature et des systèmes écologiques, je crois que c'est une prise de conscience essentielle et qu'il faudra mener jusqu'au bout. Le concept d'artificialisation des sols, il est ambigu dans le langage courant parce qu'on y associe toute une foule d'autres concepts qui sont relatifs aux raisons de la consommation des sols et aussi aux conséquences. Et on a tendance, dans le langage commun et dans les réflexions, à mélanger ces concepts. D'où il faut faire attention, et il faut être prudent de ne pas assimiler, par exemple, la densification à la consommation des sols, ou faire attention à ne pas attribuer à certains phénomènes des liens. Il faut faire attention à distinguer ce qui est la cause et l'origine de la consommation des sols. Et je voulais prendre l'exemple de la périurbanisation, qui fait un peu l'objet de beaucoup de débats et de controverses. C'est vrai que la périurbanisation entraîne une consommation des sols qu'on pourrait être considérée comme négative, mais il y a aussi des bienfaits à la périurbanisation, puisque la périurbanisation est relativement laxe, l'habitat y est dispersé et préserve une partie de sols vivants, d'autant plus que les populations sont très attachées à cette nature et contribuent à la préserver. Et puis à l'inverse, la périurbanisation qui est négative non seulement pour les sols mais aussi pour la planète à cause de la mobilité et d'un excès entre guillemets de circulation automobile qui pollue, et donc il ne s'agit plus de la consommation des sols mais d'un autre motif lié à la voiture et à la circulation, à la mobilité. Dans les enjeux de l'artificialisation des sols, c'est qu'on a mis en place des mesures de prévention, notamment avec la loi climat et résilience, même si elle est un peu controversée aujourd'hui avec le vote en cours de la loi Trace. On a mis en place des mesures de protection et aussi des mesures de renaturation. Mais se pose la question du coût de ces mesures et par exemple, des travaux de Charles Caron et d'Élodie Rabot à l'ENPC montrent que la renaturation coûte entre 50 et 320 € par mètre carré. C'est pas négligeable. Il faut se poser la question de jusqu'où on va en termes de coûts et qui va payer
ce coût qui est effectivement, qui va au bénéfice de la collectivité, donc qui paye. C'est un enjeu fort auquel tous les décideurs publics sont confrontés. Alors, moi, je suis ravie de faire partie de ce comité. Je pense que j'ai un rôle à jouer en tant qu'urbaniste et aussi spécialiste des questions foncières, parce que il est important de considérer la transition écologique dans sa dimension territoriale, à une échelle un petit peu large, où le territoire permet une synergie entre parties prenantes et entre des décideurs et occupants. Et c'est un petit peu ce rôle que je me donne dans le comité de la chaire. Et puis à l'inverse, et c'est tout l'intérêt de la chaire, moi je bénéficie des regards croisés des autres partenaires de ce comité et qui mettent en avant des aspects de la transition écologique que je maîtrise moins, et ce dialogue qui peut s'instaurer me paraît être essentiel dans la dynamique de transition écologique. Il y a certaines prises de position qui sont un peu monocentrées, et que je comprends, parce qu'il faut bien avancer, creuser un sillon pour faire avancer la connaissance, mais on a aussi un besoin de dialogue, et c'est le propos de mon dernier propos, de dialogue entre les écologiques, les urbanistes, les architectes, les techniciens, qui tendent, et je suis la première à le faire, à oublier l'approche systémique et la nécessité de dialoguer avec les autres et de comprendre les interactions entre les systèmes. Et ça, c'est, je crois, un point important qu'il faut mettre en avant et qui est compliqué, parce qu'il nécessite des langages compréhensibles, une ouverture d'esprit bien sûr, mais surtout un langage et une interaction qui n'est pas évidente dans le système de formation et de travail qui est le nôtre, et qui aussi est important pour avancer.